Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Résilience. Résilience, c'est une émission réalisée avec le projet Protège de la Communauté du Pacifique, la CPS. Face au changement climatique et ses conséquences en Océanie, l'Europe a décidé de financer, via Protège, des actions à vocation économique et environnementale dans le domaine de l'eau, des forêts, de l'agriculture ou encore contre les espèces envahissantes pour faire de nos îles du Pacifique des îles résilientes face au changement climatique. Dans chaque émission, nous vous proposons un reportage autour d'une des actions menées par Protège, suivi d'un échange avec des spécialistes du sujet. Pour ce numéro, nous avons tourné autour des holothuries, une espèce menacée par la surpêche. La CPS et son programme Protège a donc lancé une vaste étude pour évaluer l'état de cette ressource. C'est l'objet de notre reportage. Quelque part au large de Lifou, en Nouvelle-Calédonie, une équipe de plongeurs scrute le fond de la mer à la recherche d'une drôle de petite bête, surnommée parfois l'aspirateur des fonds marins, qui se défend comme Spider-Man en projetant des fils blancs sur ses ennemis, qui respire par l'anus et qui joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'écosystème marin. Vous l'avez peut-être deviné, ces plongeurs recherchent des holothuries. On l'appelle aussi concombre de mer ou la bêche de mer. Cuite, salée puis séchée, elle est exportée essentiellement en Asie où c'est l'un des plats de luxe préférés des Chinois. Certains spécimens peuvent y atteindre plusieurs centaines de dollars le kilo. Face à cet engouement, plusieurs espèces d'holothuries sont surexploitées et menacées à l'échelle de la planète. En Nouvelle-Calédonie, la pression est moins forte, mais pour aider à sa préservation, la communauté du Pacifique, la CPS, et son projet Protège ont lancé une étude d'évaluation des stocks naturels, l'une des plus vastes études jamais réalisées sur le territoire calédonien. Débutée en avril 2021, l'étude se déroule sur tout le territoire calédonien, de la Grande Terre aux Loyautés, en passant par les îles du Grand Nord. Plus de 1400 km² à passer au peigne fin. C'est Jean-François Laplante, animateur Protège à l'ADECAL Technopole de Nouvelle-Calédonie, qui supervise ce travail. Les deux objectifs de l'étude de 2021 sont d'avoir, on va dire, une analyse comparative entre, on va dire, l'état des stocks en 2021 et ceux de 2007-2008. À partir des résultats obtenus de l'étude, c'est d'évaluer en quelque sorte l'état des stocks pour éventuellement proposer des quotas pour deux des principales espèces commerciales, donc les espèces à tétés, donc tétés noires et tétés blanches, qui sont depuis 2020 inscrites sur la liste internationale des espèces, on va dire, en danger, donc la liste CITES. La première étape de cette étude se déroule au siège de la CPS à Nouméa. Il faut former les opérateurs qui vont plonger en mer pour compter les holothuries. Techniciens de pêche ou scientifiques, ils doivent avant tout savoir bien reconnaître les différentes espèces. Pour cela, la CPS a fait appel à un spécialiste mondial des holothuries, Steven Purcell, en visioconférence depuis l'Australie. Je vais juste discuter un petit peu sur les caractéristiques générales des holothuries. Lors de l'échantillonnage, les opérateurs devront identifier toutes les espèces d'holothuries de leur zone de recherche, notamment les deux soumises à des quotas, comme la tétée blanche. Principalement, on se trouve
cette espèce dans l'eau entre 10 et une 50 de mètres de profondeur. Durant 2 heures, ils vont passer en revue une vingtaine d'espèces et jouer un petit quiz pour tester leurs connaissances. Vous pouvez me demander les questions par oui ou par non. Est-ce qu'elle crache du rouge? Non. Est-ce qu'elle se forme en balle ronde quand on la touche ou quand on la stresse? Oui, quand on touche, ça forme une forme de ballon. Est-ce qu'elle a des dents anales coniques? Oui. Vous avez deviné? Bien sûr, c'est Miliaris. Parmi les opérateurs présents à la formation, Billy, technicien de pêche à la province sud. C'est une opération que je n'ai jamais faite. Donc avoir ce genre de formation-là, ça me permet de mieux comprendre et essayer en tout cas de faire en sorte que le comptage soit homogène. Faire ce genre de formation-là pour mieux comprendre ce qu'on va faire, c'est mieux pour, je pense, ça aidera mieux aux analyses. L'opération de comptage sur le terrain va durer près de 6 mois. 9 zones ont été déterminées, dont celle du Grand Sud, entre Lafoa et Moindou. Ce jour-là, c'est à Wano que l'échantillonnage se déroule. Une vingtaine d'opérateurs sont mobilisés, dont Billy, qui avait suivi la formation à la CPS. Les binômes vont se mettre à l'eau. Vous faites 100 mètres, vous comptez les holoturies, donc on les voit depuis le bateau. Hein. Vous allez essentiellement compter des atras, des stichopus éventuellement, et je pense que ce sera tout. Il faut bien connaître vos espèces. Hein. Et une fois que vous avez fini, vous remontez sur le bateau et on fait le débrief. Donc début plongée, on va dire 9h55. Dès que ça passe à 55, je prends la photo et je plonge. C'est bon? C'est bon pour moi? Je veux. Chaque zone est découpée en couloirs de 100 mètres sur 2, des transects. Les opérateurs en parcourent plusieurs par jour et doivent noter toutes les holoturies croisées lors de leur plongée. Ils consignent sur les tablettes l'espèce, la taille et l'habitat dans lequel repose l'holoturie, herbier, sable ou surface corallienne. Elles sont aussi prises en photo. Suite à l'évaluation des stocks de 2007, des mesures réglementaires sont appliquées, taille minimum autorisée à la pêche, surveillance des stocks et permis de collecte. Là, on fait une réévaluation une quinzaine d'années après. Est-ce que les mesures que les provinces ont adoptées entre-temps sont suffisantes? Est-ce qu'il faut les renforcer? Donc là, c'est tout l'enjeu de cette opération d'évaluation de stock 15 ans après, pour voir un petit peu si le dispositif réglementaire qu'on a mis en place, il est suffisant ou s'il faut l'améliorer. L'évaluation servira notamment à évaluer les quotas d'exportation pour les 2 espèces les plus menacées, les holoturies à tétée noire ou blanche. Pour les quantifier, les opérateurs doivent plonger en bouteille car elles reposent souvent à plus de 50 mètres de profondeur, ici, au large de l'îlot Balabio. Là aussi, elles sont mesurées et photographiées. Pour Antoine Gilbert, l'ingénieur qui dirige les opérations sur le terrain, les enjeux de cette étude sont multiples, mais il y en a un, plus important que tout. Tout ça, finalement, c'est à destination des pêcheurs et des populations. Et donc, on s'inscrit dans une démarche coutumière. Et donc, tout ce qu'on fait, bien sûr, on le fait en partageant et avec l'accord des populations et des tribus et des pêcheurs qui exploitent la ressource, quoi. Donc, il y a les enjeux sociaux, des enjeux de sécurité, des enjeux aussi de délai. Les résultats de l'étude sont attendus à la fin de l'année 2021. Pour garantir une gestion durable de l'activité de pêche de l'holoturie, Protège soutient également un projet novateur d'aquaculture de bêche de mer. Tout commence à Port Wengi.
Dans ces bassins, la société d'élevage aquacole, la SEA, fait grandir des holoturies qui seront ensuite transférées en mer dans les parcs aquacoles de pêcheurs souhaitant commercialiser cette espèce. 7 heures du matin, Hubert, le responsable de la ferme, a déjà les pieds dans l'eau. Dans son filet, des holoturies juvéniles qui ont grandi 6 mois dans les bassins. Alors là, c'est Holoturia scabra, c'est l'une des espèces à plus forte valeur commerciale sous les eaux tropicales. Alors c'est pas forcément celle qui coûte le plus cher, mais bon, c'est en tout cas celle dont on maîtrise le cycle de reproduction et d'élevage. Ils sont magnifiques, hein. C'est Paul Chabre, chargé de mission aquaculture à la province Nord, qui pilote sur le terrain cette action protège. Ça fait partie des espèces qui sont fortement sous pression au niveau mondial parce que, comme je dis, une holoturie, elle court toujours moins vite que son pêcheur et qu'elle vit sur les zones de bordure de mangrove, donc dans relativement peu de fond. C'est une holoturie qui est menacée, c'est même une holoturie dont toute la communauté scientifique se pose la question de la faire passer sur l'annexe 2 de la CITES, potentiellement dès l'année prochaine d'ailleurs. La CITES, la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. Comme pour les holoturies à mamelles noires et blanches, sa pêche pourrait alors être réglementée. Avant d'être commercialisées, ces holoturies vont finir leur croissance dans un parc aquacole à Touault. Impeccable, 2 glacières, 500 individus. Hubert et Paul les stockent dans des glacières pour leur transfert. Une étape délicate. Pour rejoindre la côte Est, Paul doit traverser la chaîne montagneuse avec un objectif, maintenir les glacières entre 16 et 18 degrés. Au-delà de ces températures, les holoturies risquent l'éviscération. Quand elles s'éviscèrent, elles ne meurent pas, mais par contre il va falloir 2 mois à peu près pour qu'elles reconstituent leurs viscères. Et surtout, si les viscères rentrent au contact d'une autre holoturie ou de la même holoturie, les viscères vont brûler la peau de l'holoturie. Et ça, elles supportent très mal d'avoir la moindre petite atteinte sur leur derme, sur leur peau. Et elles ont une très faible capacité de récupération. Donc en fait, elles ne mourraient pas aujourd'hui, mais elles pourraient mourir dans les 15 prochains jours. Le transfert doit donc se faire le plus rapidement pour éviter les pertes. Après 4 heures de route, Paul arrive chez Marie-Renée. On va les mettre à l'ombre, on va les sortir là et puis on va les laisser se réchauffer un tout petit peu. Pêcheuse professionnelle qui va développer le premier parc d'élevage en mer d'holoturies de ce projet. Pas de temps à perdre, les glacières sont immédiatement débarquées en espérant que le trajet n'a occasionné aucune perte importante. Tout est normal. Bon, elles se sont écrasées, hein, ça c'est normal. Ça tu peux le retirer. Et quand elles sont éviscérées, tu vois les viscères avec un peu de orange. Donc là on a 0% d'éviscération, c'est parfait. 60, 64. Marie-Renée pêche depuis 15 ans, poulpe, bossu, carangue ou saumonet. Elle a accepté de participer à ce projet d'aquaculture pour diversifier son activité tout en préservant l'écosystème marin. Elle a un grand rôle aussi dans le milieu marin. Ils filtrent le lagon, ils nettoient tout, quoi. C'est pour ça que je préfère partir sur l'aquaculture que d'aller pêcher ceux qui sont déjà dans le lagon. Je préfère partir sur l'aquaculture. Ça, je peux élever puis prélever ici que d'aller chercher ceux qui font déjà leur rôle dans le lagon. Ils ont déjà un travail déjà à faire. C'est aussi une façon de préserver aussi la ressource aussi. Puis que notre récif soit toujours aussi propre aussi. Les 500 premières holoturies juvéniles vont être implantées sur ce platier situé à proximité du dock de pêche de Marie-Renée. Dans un premier temps, elles vont grandir dans ce parc aquacole protégé par des filets pour éviter que les crabes viennent les manger. Donc Marie-Renée, tu rapproches du poteau. En fait, on va tous les larguer dans un rayon de 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres autour du poteau, panier par panier, quoi. Tu prends un des paniers, rapproche-toi du poteau. Il y a un petit peu de courant, donc il y en a qui s'échappent déjà, tu vois, qui sont un peu flottantes. On va mettre quelqu'un à la réception derrière. Tu te rapproches du poteau, voilà, mets-toi un peu en amont finalement, on sera bien. Tu tires le tissu et tu les détaches.
Les enfants, j'ai un jeu pour vous. Vous vous mettez là et toutes les holoturies que vous voyez flotter, vous les ramenez par ici. Les holoturies vont se déposer sur le sable. Au bout de 6 mois, aux environs de 120 grammes, elles seront éparpillées sur le platier et continueront leur croissance jusqu'à 450 grammes. Marie-Renée pourra alors les commercialiser, une espèce à haute valeur qui peut se vendre 15 à 20 000 francs le kilo une fois séchée. L'objectif de l'ensemencement, il est double. Il y a un objectif économique qui est de répondre au projet de Marie-Renée et de faire en sorte que Marie-Renée, d'ici 16 mois, 18 mois, elle ait des individus qui fassent 400 grammes. Pendant ce temps-là, ces individus, ils auront passé un été, voire un deuxième été, un début de deuxième été. Et on sait que sur la période chaude, ils vont pouvoir pondre. Et cette ponte, elle peut avoir un objectif environnemental, c'est-à-dire en fait de créer des larves. Ces larves de se disperser sur toute la zone nord, un petit peu sud de Tours, en fonction des courants, et puis d'aller réessaimer, d'aller réenrichir des stocks naturels d'holoturies. Dans le cadre de cette action, ce sont près de 10 000 holoturies qui doivent être ensemencées en province nord. Avec ces projets d'aquaculture et d'études d'évaluation du stock en Nouvelle-Calédonie, Protège participe à la préservation de cette ressource tout en soutenant une filière économique. Concernée par les mêmes enjeux, la Polynésie française s'engage elle aussi sur cette même voie. Voilà pour notre reportage sur les holoturies. Retour à Nouméa, nous sommes sur notre plateau dans la grande salle de conférence de la communauté du Pacifique, la CPS, avec autour de nous les différents drapeaux des pays et territoires membres de cette communauté. Bienvenue à mes invités. Mathieu Juncker, vous êtes le coordinateur de la thématique pêche côtière et aquaculture pour Protège. Et Mahanatea Garbut, vous êtes en Polynésie. Bonjour. Bonjour. Et vous travaillez pour une société privée, Tahiti Marine Products, qui fait de l'aquaculture, notamment d'holoturies. Alors je vais être pas galant du tout, mais on va commencer par Mathieu, parce qu'on a besoin d'en savoir un petit peu plus sur cette drôle de petite bête qu'est l'holoturie. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est son rôle, notamment dans l'écosystème marin? Les holoturies, c'est un échinoderme, donc un embranchement dans lequel on retrouve aussi les oursins ou les étoiles de mer. Ça a une forme oblongue, une section cylindrique, avec une bouche d'un côté et un anus de l'autre. Et ça passe son temps à finalement ramper sur le fond, sableux, vaseux, à se nourrir. Et on le trouve depuis finalement le bord de mer, la plage, jusqu'au fond des abysses. Elle a un rôle essentiel, notamment pour l'oxygène dans l'écosystème, c'est ça? Oui, elle a un rôle, si vous voulez, elle vient nettoyer le fond du lagon. C'est un organisme qui va venir finalement consommer la matière organique, qui va venir un peu filtrer le sable et rejeter du sable propre. Et les endroits sur lesquels les holoturies sont abondantes, comme sur des herbiers, on note que l'herbier se porte bien mieux que les endroits en fait, où elles sont absentes parce qu'elles ont été prélevées, par exemple. Et elle fait partie aussi de la chaîne alimentaire. Oui, elle fait partie bien sûr de la chaîne alimentaire. Et elle n'a pas énormément de prédateurs à l'état adulte. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle contient dans son épiderme une toxine, mais il y a comme certains poissons, comme les balises qui ont des dents, ou tortues, et quelques crustacés comme des crabes qui arrivent effectivement à lui faire la peau. Il y a combien d'espèces en Nouvelle-Calédonie d'holoturies? En Nouvelle-Calédonie, on compte une 60aine d'espèces, mais seulement 12 aujourd'hui sont exploitées pour être exportées vers les marchés asiatiques. D'accord, elles sont donc une espèce très vulnérable, parce que comme on le dit dans le reportage, le pêcheur court toujours plus vite que l'holoturie. Disons que pour moi, j'ai comparé à des pièces d'or qu'on jetterait dans l'eau, c'est-à-dire qu'elles sont très accessibles, il suffit juste de se pencher, ou en tout cas de plonger, pour aller l'accueillir à la main, en apnée. Et certaines vivent un peu plus profondément, mais celles qui sont dans quelques mètres d'eau sont facilement accessibles. Et comme elles ont une très forte valeur ajoutée, eh bien, ça crée de la convoitise, et ce sont des espèces qui, un peu partout dans le monde, que ce soit dans l'océan Indien, l'océan Pacifique ou ailleurs, en fait, sont effectivement aujourd'hui certaines espèces menacées. Leurs stocks peuvent être menacés. Très bien, je me tourne vers la Polynésie. Donc Mahanatea, vous travaillez aussi sur l'holoturie. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a des holoturies en Polynésie?
Alors oui, effectivement, en Polynésie, nous avons une vingtaine d'espèces d'holoturies que l'on retrouve généralement sur les platiers, dans les lagons profonds ou encore dans les passes. Donc, est-ce qu'on a le droit de pêcher ces holoturies? Alors depuis 2012, le pays a mis des restrictions par rapport à la pêche, parce qu'il faut savoir qu'avant ces années-là, nous avons atteint un sommet quand même de 125 tonnes d'exportation, et que depuis là, la pêche est limitée à 5 espèces, donc l'holoturie léopard, l'holoturie ananas, l'holoturie brune des brisons et les 2 espèces d'holoturie à mamelles. Et nous avons mis des restrictions de taille, de période de pêche, de quotas par espèce, mais aussi un système en fait qui agrémente les commerçants et un système de traçabilité du produit aussi. Très bien. Alors vous travaillez sur 2 projets, notamment un pour faire, comme en Nouvelle-Calédonie, une évaluation du stock naturel d'holoturies en Polynésie, c'est ça? Exactement. Alors, depuis l'inscription de l'holoturie blanche surtout et noire à la CITES en 2019, ces 2 espèces en fait sont interdites à la pêche ici en Polynésie, à moins effectivement d'obtenir un avis de commerce non préjudiciable, d'où en fait notre intérêt pour l'aquaculture de ces espèces. Et effectivement, dans une démarche en fait d'anticipation des futures conditions d'exportation imposées par la CITES, nous avons soumis à la Commission européenne via l'initiative BES 2.0+, un projet d'étude de stock que nous avons nommé Vairao Rorititi Project. Vairao est en fait le nom de la commune où le projet aura lieu, et Rorititi est le nom tahitien en fait de l'holoturie à mamelles. Et là, vous avez plusieurs objectifs, c'est que vous allez tester 3 méthodes, c'est ça, d'évaluation? Effectivement, alors le projet qui débutera le mois prochain, en août 2021, s'articule en fait autour de 2 objectifs. Le premier est de pouvoir démontrer la durabilité de l'exploitation de l'holoturie blanche à mamelles en Polynésie. Et le deuxième, un peu plus spécifique, vise à estimer la faisabilité d'une exploitation durable de cette espèce dans le lagon de Vairao. Et pour répondre au premier objectif, en fait, nous avons mené, avec l'aide de la commune et des pêcheurs locaux, en fait, une activité qui sera effectivement de faire une étude de stock de l'espèce, et à celle-ci viendra se greffer une deuxième qui portera plus sur la comparaison des 3 méthodes d'évaluation de stock. Alors, quelles sont ces 3 méthodes? Alors, nous prendrons comme méthode de base la méthode avec les plongeurs sous-marins, qui sera, elle, comparée en fait à une méthode avec des plongeurs apnéistes et une méthode utilisant un robot sous-marin téléguidé, donc un ROV. Et grâce en fait aux résultats de ces comparaisons, nous pourrons ainsi proposer la méthode d'évaluation la plus appropriée aux conditions et à la spécificité de chaque autre lagon de Polynésie française. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, si une étude de stock doit se faire dans une île éloignée où l'intervention des plongeurs sous-marins en fait semble risquée, nous pourrons alors proposer en fait l'utilisation de plongeurs apnéistes ou bien du ROV à ce moment-là. Tout dépendra de la configuration du lagon. Exactement. Très bien. Mathieu, je reviens à vous. En Nouvelle-Calédonie, il existe déjà une filière d'exportation de cette holoturie. On exporte à peu près combien de tonnes chaque année? Aujourd'hui, on trouve 2 exportateurs qui effectivement emmènent toute cette production vers le marché sud-asiatique et qui correspondent à environ 200 tonnes annuelles, ce qui représente un peu plus de 200 millions de francs pacifiques, donc ce qui génère donc des ressources qui sont non négligeables pour des communautés et des pêcheurs ici. Et donc ça s'exporte essentiellement vers la Chine? Oui, essentiellement vers la Chine. Bon, il y a d'autres marchés, les Japonais aussi consomment des holoturies. Le marché sud-asiatique globalement, ce sont des mets qui sont consommés pour certaines célébrations, ça peut être le Nouvel An chinois ou d'autres. Il y a certains protocoles autour de la consommation de l'holoturie. Alors à ce moment, on parle de bêche de mer, et qui aurait des vertus aphrodisiaques notamment, de purification du sang. Voilà, il y a un certain nombre voilà, qui sont donnés, tout comme également quelquefois les ailerons de requin, ou voilà, où on entend aussi d'ivoire, de rhinocéros. Voilà, ce sont des produits qui sont cherchés et qui ont des vertus médicinales, qui auraient. Et il y a également des espèces qui peuvent valoir très très cher. J'ai entendu parler d'espèces qui pouvaient valoir 20 000 $ le kilo, c'est ça? Oui, ça reste effectivement les fourchettes hautes, mais c'est vrai que c'est un marché qui s'est énormément développé,
qui s'est multiplié par 4 depuis les années 80 et qui est lié en fait à justement l'ouverture de la Chine sur les marchés internationaux et une forte demande et qui finalement vient puiser, quelquefois épuiser les stocks à l'échelle mondiale. Et le Pacifique est aussi fait partie de ces fournisseurs, on va dire. Toutes les îles en fait aujourd'hui ont dans leur agenda au niveau des pêcheries une attention particulière sur l'holothurie. Mais nous, ici en Nouvelle-Calédonie, en tout cas, on ne la consomme pas. Ici, elle est très peu consommée, c'est déjà arrivé, mais c'est anecdotique. Donc toute holothurie, quasiment tout pêché ici, sa vocation effectivement c'est de partir dans un conteneur pour le marché asiatique. Vous, en Polynésie, c'est une espèce qui est consommée ou alors l'objectif notamment de votre projet, c'est de créer une filière économique? Alors, en Polynésie, un peu comme la Nouvelle-Calédonie, elle est très peu consommée, mais localement, c'est effectivement plus des familles aux origines asiatiques ou encore l'archipel des Australes qui en consomment cru ou cuisiné. Par contre, dans le projet de Tahiti Marine Project, on part plus en fait sur de l'export de produits finis en fait pour la pharmacologie à l'étranger. D'accord, dans un but là de médecine, quoi. C'est ça, exactement. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Mathieu, merci. Merci de nous avoir suivis. C'en est terminé pour cette émission sur les holothuries. J'espère que l'émission vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission Résilience.